Il suffit qu'il s'élève aujourd'hui, comme l'a fait le président du Bénin, je crois, M. Boni Aye, qui a dit en 2016, je pars. Point barre, le débat est clos. Hein. Je prends Ngwanda par exemple qui n'est pas d'accord, qui dit mais écoutez, ça c'est la violation de l'article 64, je prends les armes, je vous renverse. Je renverse le pouvoir actuel. Est-ce que Ngwanda est dans sa légitimité de renverser le pouvoir actuel, il viole la Constitution ou il fait respecter la Constitution? Question que Félix répondra peut-être parce qu'il est politique. Évidemment, celui qui est au pouvoir actuellement cherchera à le conserver à vie. On ne veut plus de présidence à vie. C'est insensé. 15 milliards en 10 ans de pouvoir. Est-ce que vous avez trouvé cet argent quand vous dites qu'on n'a pas d'argent pour aller aux élections? Alors nous allons procéder de la manière suivante. Maître Nkwadi va faire son exposé. Après, Félix va faire aussi le sien. Par après, quand tous les deux auront fini, nous donnerons la parole par ce micro-baladeur à qui voudra poser sa question. C'est ça? Tout le monde a le droit de poser sa question et de recevoir la réponse. Seulement, il faudrait que chacun observe l'ordre et qu'il attende qu'on lui donne la parole dans l'ordre et dans le respect. Je vous remercie. Allô? C'est bon? Oui. Ah ok, merci. Mais, Président, merci avant toute chose, merci pour l'invitation. Ah, mais je voudrais ici, par rapport à la salle, réitérer les excuses du Président par rapport au retard. Donc dû en partie à notre fête également, parce que nous venons de Bruxelles. Et M. JP qui est venu nous chercher, on a eu un peu de retard sur le chemin d'ici. Bon, je vous prie de nous excuser par rapport à ces fêtes. Donc nous allons ici essayer de déblayer le terrain, parler un peu de la Constitution, de quelques articles clés. Dans un premier temps et dans un deuxième temps, nous laisserons la place à Félix pour parler un peu plus politique par rapport à l'actualité UDPS et par rapport à la position de l'UDPS quant à ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Concernant évidemment les sujets de la Constitution toujours. Ça va bien. Voilà, donc on nous a appris une chose quand on était à l'école, que pour expliquer un texte ou pour comprendre un texte, il faut d'abord aller dans les origines. Qu'est-ce qui a poussé les gens qui ont rédigé ces textes à les rédiger en ces moments-là? Je suis bien obligé de parler du contexte qui a prévalu au moment où les gens qui se sont réunis à Sun City ont rédigé la constitution que nous défendons bec et ongle actuellement, constitution qui a été approuvée par le peuple en référendum. Donc c'est-à-dire actuellement, ce n'est plus seulement un texte qui a été dirigé, comme d'aucuns le disent, par le belligérant hier, mais aujourd'hui c'est un texte qui a été adopté par l'ensemble de la population congolaise. Il vous souviendra que l'UDPS en son temps avait poussé en tout cas ses militants à voter non par rapport à ces textes qui contenaient déjà beaucoup d'aberrations. Mais le pouvoir qui était en place, la coalition 1+4, ne voulait pas entendre ces sons de cloche venant de l'UDPS, parti phare de notre pays. Et aujourd'hui, ils reviennent sur ces considérations en disant, entre autres, mais l'UDPS hier était contre cette constitution, mais pourquoi aujourd'hui il défend bec et ongle le texte qu'il a combattu hier? Ça, c'est Félix qui vous expliquera les détails. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi aujourd'hui les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui? Alors moi, d'emblée, je parle de l'exposé de motifs qui a prévalu lorsqu'on a rédigé cette constitution. Quand vous lisez l'exposé de motifs, il donne quasi toutes les explications à ce que nous allons dire aujourd'hui. Il contient toutes les explications par rapport aux articles qui ont été verrouillés,
à la possibilité de modifier la Constitution. Donc on a voulu ne plus faire de la Constitution un instrument d'un homme qui est au pouvoir, qui peut le changer à sa guise. Il se réveille un bon matin, il dit le Congo est une république, nous en faisons depuis aujourd'hui un royaume où voilà, le mandat est limité à 2 ans, mais pour moi le Parlement n'existe plus. Le Parlement, c'est ma femme et mes enfants à la maison. Le gouvernement n'existe plus, je prends mes oncles au village, ils décident en lieu et place de ce que le peuple a voulu. Donc je vais lire quelques mots de l'exposé de motifs qui nous permettra de comprendre un peu ce qui a prévalu. On dit depuis son indépendance, donc depuis l'indépendance du Congo le 30 juin, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales, sinon la cause fondamentale, est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. Vous savez qu'en 2003, on a assisté à ce qui ne s'est jamais passé ailleurs. Au Congo, on a expérimenté ce qu'on a appelé le 1+3. Tout simplement parce qu'il y avait une crise, 1+4 plutôt, merci. Un président plus 4 vice-présidents. Parce qu'il y avait une crise de légitimité telle que le pays était quasi divisé, divisé en 3-4 parties. Et pour essayer de réunir un temps soit peu tout ce qui était divisé, on a choisi cette formule. Donc l'exposé des motifs dit clairement que par rapport à tout ce qui s'est passé, l'expérience du passé fait que nous allons rédiger ces textes. Et les dispositions qui sont verrouillées ou qui ne sont pas verrouillées, qui peuvent être soumises à révision demain, les seront parce qu'on a voulu que les choses soient ainsi. Donc on continue en disant, en vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité, de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu, dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Mobutu qui a fait 32 ans de pouvoir avec tout ce qui s'est passé, changeant la constitution à sa guise. Il se réveille un matin, le lendemain, la constitution bouge. Il était seul garant de la constitution. Lui seul savait ce qui était bien pour le peuple congolais. Le Congo passe à l'étape de la conférence nationale souveraine. Il y a un acte de transition qui est pris, que Mobutu signera bien sûr, mais qu'il ne respectera jamais. Le scénario va continuer, il va continuer à toucher la constitution à sa guise. Sa constitution à lui, il en a fait ce qu'il a voulu. L'acte de transition, il a continué à le bouger jusqu'à ce que Kabila arriva avec sa guerre de libération en 1997. Kabila a même fait à tout ça, l'acte de transition n'existe plus. Il publie sa constitution à lui comportant une 12aine d'articles. Et c'est ce texte-là qui a régi le pays jusqu'à ce qu'il soit assassiné. Bemba à gauche, Roubero à droite, qui ça encore, il y avait... Oui, Bemba, Roubero, Moussa, guerre sur guerre, la communauté internationale, lui, Michel et ses amis disent, nous allons essayer un temps soit peu de mettre de l'ordre dans tout ce qui se passe au Congo. Voilà, système 1+4, on nous impose ces systèmes-là, qui nous conduit aux élections de 2006, et patati machin. Voilà un peu le contexte, on a dit, plus question de crise de légitimité au Congo. Plus question d'hommes forts au Congo. La parole à la population qui va s'exprimer librement par les élections, qui va choisir ses dirigeants, ses animateurs qui vont conduire ce pays à ses destinées. Principe d'alternance invoqué, on dit au niveau de législatif des chambres parlementaires, élection tous les 5 ans. Les parlementaires sont rééligibles comme ils le souhaitent. Les conditions sont décrites dans la Constitution. On dit au niveau présidentiel parce que c'est ce qui a conduit à beaucoup de crises de légitimité et de confiance au niveau de la population. On dit pour bien faire, on limite le mandat présidentiel à 2 mandats. Mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et le président, les anciens présidents de la République
au terme de leur mandat, ont un poste qui leur est dédié à la Constitution ici, ils sont sénateurs à vie. Tout ça, c'est pour essayer d'éviter des révisions intempestives. Mais malheureusement, nous sommes au Congo, cela ne suffit pas. On fait son premier mandat, on l'a eu comme on l'a eu, mais on le fait. Je vais essayer de crier. On fait son premier mandat, on l'a eu comme on l'a eu, mais on le fait. On fait ce deuxième mandat, au lieu de faire ce pourquoi on a été élu, c'est-à-dire de trouver des solutions aux problèmes de la population, de veiller au bien-être de la population. Non, on essaye aujourd'hui de toucher à la Constitution. Voilà, cette Constitution comprend 229 articles, elle est divisée en 7 chapitres, mais le chapitre qui est intéressant, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 7e. Le dernier chapitre qui concerne la révision de la Constitution. Posons d'abord le principe, la Constitution est révisable, évidemment. Comme tout texte, ici, il est révisable. Le Constituant a prévu, le peuple a voté au référendum, le principe de la modification de la Constitution. Dans l'article 218, je pense si ma mémoire est bonne, titre 7, article 218, parle de la révision de la Constitution. On nous dit l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un projet de révision de la Constitution que le gouvernement a déposé au Parlement et qui sera examiné à partir du mois de septembre, donc à la rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire de septembre qui est essentiellement une rentrée budgétaire, mais par la force des choses, ça sera aussi une rentrée très politique parce qu'il y a 4 projets de loi qui sont déposés sur la table du Parlement, du bureau du Parlement par le gouvernement. Il en a l'initiative, hein, l'article 218.2 le dit clairement. 3. Chacune des chambres du Parlement a l'initiative de la moitié de ses membres. L'Assemblée nationale est composée de 500 membres, 250 ont l'initiative de faire modifier la Constitution, comme ils l'ont fait en 2011. Il y a eu une modification le 20 janvier 2011. À une fraction du peuple congolais, 4, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des 2 chambres. Ça, c'est le principe. On pose le principe que la Constitution peut être modifiée. Et puis, on explique la procédure. Donc, on dépose, on débat. Et puis, si la majorité est acquise à cette révision de la Constitution est révisée, une loi est promulguée, sanctionnée par le président de la République. Et puis, la Constitution, l'article est révisé. Ça, c'est pour les articles qui sont soumis à révision. Il y a des dispositions simples, qui ne sont pas rigides, qui peuvent être soumises à révision facilement. Ça, c'est 218 qui dit le principe. Mais est-ce que, parce que la Constitution est révisable, ça veut dire qu'il faut la réviser puisque c'est révisable? Non, je pense qu'en droit, il y a une question très importante, c'est la question de l'opportunité. Pourquoi réviser un texte, même si on vous dit d'emblée que c'est un texte qui est révisable? On peut réviser pour des intérêts impérieux de la nation, on peut réviser pour des intérêts supérieurs de la nation, mais on ne peut en tout cas pas réviser pour des raisons de convenance personnelle. Non. Ça, l'exposé des motifs de la Constitution actuelle le rejette carrément. On peut réviser si on sent qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la classe politique, au niveau du fonctionnement des institutions, on peut réviser, mais il faut des raisons, des circonstances péremptoires qui poussent le pouvoir en place à modifier, à proposer la modification, parce que ce qui est très important ici, c'est qu'il ne faut pas rompre l'équilibre de pouvoir, hein, et il ne faut pas rompre le contrat social entre le pouvoir et la population. Donc il faut faire des choses qui sont utiles. Ce n'est pas parce que la Constitution dit que je suis révisable qu'il faut absolument me réviser. Est-ce que notre peuple, aujourd'hui, demande à ce que cette Constitution soit révisée? Je ne pense pas. Quelle est cette nécessité impérieuse aujourd'hui qui pousse Kabila et ses amis à modifier la Constitution? J'étais à Kinshasa il y a 2 semaines. J'ai suivi beaucoup de débats menés par les gens de l'AMP. On leur a posé la question à plusieurs reprises, mais qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à modifier cette Constitution? Pas de réponse claire. Vous savez, nous sommes une majorité, on peut faire ce qu'on veut, c'est une question d'argent. Non, ça c'est l'arbitraire.
Il faut expliquer clairement un projet, mûrement réfléchi. Écoutez, nous voulons faire ça parce que ça. Mais ici, je pense qu'en tant que juriste, c'est un débat qui n'est pas encore mûr au niveau de la population congolaise. Et le peuple congolais, en tout cas, n'est pas demandeur de la révision actuellement. Surtout qu'on dit que les règles du jeu ne peuvent pas être modifiées lorsqu'une partie a déjà commencé. Nous sommes en plein, le Congo, disons, est en pleine préparation des élections qui vont arriver. Le mandat du président actuel expire en 2016. Le Sénat n'est pas du tout renouvelé, il est en place depuis 2006. Les assemblées provinciales ne sont pas renouvelées, en place depuis 2007. Les élections locales n'ont pas été encore organisées. Quand le pouvoir congolais a modifié la constitution en 2011, l'excuse essentielle, la raison essentielle qu'il a invoquée, c'était le manque d'argent. Le Congo n'a pas suffisamment d'argent, on ne peut pas engager des dépenses exorbitantes au niveau des élections. Mais permettez-moi de vous dire ici que dans une démocratie, la vie des institutions est très importante, plus importante même que le bien-être de la population. Surtout dans le contexte congolais actuellement. Parce que si vous ne réalisez pas les élections au terme de différents mandats, qu'est-ce qui arrive? Il arrive une crise de légitimité. Nous avons des crises qui nous ont conduit à 5 millions de morts. Donc ça doit être, on doit tenir compte de ces éléments. Et un pouvoir qui n'arrive pas à réunir suffisamment d'argent que pour amener le peuple aux élections, parce que le peuple c'est le souverain primaire, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le droit de dire toi tu arrives au pouvoir, toi je te défais. Si vous ne donnez pas cette possibilité-là à la population, c'est les reines de l'arbitraire, vous appelez de tout le vœu ceux qui veulent renverser le pouvoir par tous les autres moyens, de venir le faire. Parce que si vous n'organisez pas les élections pour que l'alternative puisse s'installer au pays, c'est-à-dire, en gros, vous dites aux gens, mais le pouvoir, vous pouvez le prendre par tous les moyens, sauf par les élections. Est-ce que c'est ça le message que le gouvernement congolais veut faire passer au peuple congolais? Ça, M. Félix Tshisekedi nous en expliquera davantage. Voilà, l'article 218 dit qu'on peut modifier, mais on ne peut pas modifier n'importe comment, n'importe quand, pour des raisons de convenance personnelle. En tout cas, on ne peut pas le faire. Alors, cette constitution a des articles très importants aussi. J'ai l'article 64 que j'aime beaucoup. On en a parlé avec un frère qui est ici, qui se reconnaîtra d'ailleurs. L'article 64, je vais le lire, hein, c'est une parenthèse avant d'entamer 220. L'article 64 dit exactement ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Alors, le pouvoir qui est en place, s'il veut modifier pour des raisons de convenance personnelle, je pense que je ne suis pas le seul analyste à le dire, il va en violation de l'article 64. Parce que via différents mécanismes qui sont là, on veut toucher à l'article 220. L'article 220, c'est une disposition rigide qui dit que pas de révision dans les matières soulignées. Mais il y a beaucoup d'articles dans la Constitution qui sous-tendent l'article 220. Même si ce n'est pas dit. Exemple, la forme républicaine de l'État. Quelqu'un qui se réveille aujourd'hui dit que le Congo n'est plus une république, on devient un royaume. Ça, c'est une violation flagrante de l'article 220. Même si, quand on parle, dans l'article où on parle de la forme de l'État, on ne le dit pas. On dit la forme de l'État, souveraineté, indépendance du Congo, tout ça. Mais l'article 220 réunit un certain nombre de matières où on dit, pour ces matières-là, il n'y a aucune révision. Le principe est posé, l'exception c'est celui-là. Alors on dit, l'article 64 dit, celui qui exerce le pouvoir en contrevention de cette constitution, eh bien le peuple, vous avez le pouvoir de vous soulever, vous dresser contre lui, parce qu'il exerce en violation de la constitution, le groupe d'individus, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force, ou qu'il exerce en violation des dispositions de l'article de la présente constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir qui veut modifier la constitution, cas d'école, je veux modifier, un autre qui n'est pas d'accord, je prends Ngwanda par exemple qui n'est pas d'accord, qui dit, mais écoutez, ça c'est la violation de l'article 64, je prends les armes, je vous renverse le pouvoir actuel. Est-ce que Ngwanda est dans sa légitimité de renverser le pouvoir actuel, il viole la Constitution ou il fait respecter la Constitution?
Question que Félix répondra peut-être parce qu'il est politique. Monsieur Félix Tshisekedi est politique, il répondra à la question. Mais moi, je pose le principe, l'article 64 dit ce qu'il dit. Tout Congolais a le pouvoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ça, c'est l'article 64. Article très important à avoir en tête parce que c'est une arme que le législateur a mis vraiment entre les mains des citoyens congolais pour pouvoir résister à toute tentative, même de modification intempestive de la Constitution. Alors, l'article qui nous intéresse ici, parce que c'est l'article de tous les débats, c'est l'article 220. Que dit l'article 220 exactement? Il retient un certain nombre de principes. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel. Il ne dit pas ici suffrage universel direct ou indirect. Il dit le principe du suffrage universel. La forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Point barre. Deuxième alinéa. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit et liberté de la personne ou de réduire les prérogatives de province et des entités territoriales décentralisées. 220 alinéa 1 dit dans telle matière, telle matière, telle matière, telle matière, qu'il pleuve ou qu'il neige, pas de modification de la Constitution. Mais évidemment, tout le débat au Congo actuellement, c'est un faux débat. C'est un débat qui vise tout simplement à atteindre cet article. Ce qui pose problème, c'est l'échéance de 2016. 2016 approche à grands pas. Il y a un bilan à présenter. Et celui qui dirige le Congo actuellement ne veut pas céder le pouvoir démocratiquement. Si pas lui, en tout cas, son équipe, son camp, voudrait résigner à respecter l'essentiel. Nous disons par rapport à ça, nous le pensons, qu'il a une responsabilité très importante par rapport à ce qui se passe. Parce qu'en 2003-2004, on a mis fin à la crise institutionnelle de légitimité au Congo avec le système 1+4, aller aux élections, et on espérait avec ça que l'alternance politique allait suivre et que le Congo allait se mettre sur les rails et qu'il n'y aurait pas un dirigeant qui viendrait hypothéquer l'avenir de tout un pays en voulant s'accrocher au pouvoir à ne pas le céder. Il suffit qu'il s'élève aujourd'hui, comme l'a fait le président du Bénin, je crois, M. Boni Aye, qui a dit en 2016, je pars. Point barre, le débat est clos. Hein. Le débat est clos. 2016, je pars. On n'en parle plus. Mais quand on laisse planer le doute, c'est qu'il y a anguille sous roche, donc c'est qu'on ne veut pas partir. Alors on veut tenter par tout le moyen pour toucher à 220. 220, on ne peut pas y toucher. On ne peut pas y toucher. Pourquoi? Parce que le peuple congolais ne veut pas qu'on touche à ces 220. Le 220 peut nous conduire à 5 millions de morts. Les 220, si on y touche, ça peut nous conduire à la balkanisation. Les 215, si on y touche, nous, on n'accédera jamais au pouvoir. Parce qu'on aspire à devenir des dirigeants de ces pays pour montrer ce qu'on peut faire à cette population. Mais si on nous touche aujourd'hui, évidemment, celui qui est au pouvoir actuellement cherchera à le conserver à vie. On ne veut plus de présidences à vie. On ne veut plus d'hommes forts au Congo, on veut des institutions fortes. C'est ça le pari que les gens ont posé en 2003, en 2006, en 2011, même quand le président Tshisekedi est allé aux élections en 2011. Voilà l'article 220. Ah mais non! Autre chose, le peuple peut décider, lors d'un référendum par exemple, de changer ces matières qui sont verrouillées aujourd'hui. On peut adopter une autre constitution, comme ils ont le projet de le faire, adopter une autre constitution, soumettre à la population, pour qu'on déverrouille l'article 220. J'ai lu quelque part que même Monseigneur Marini, je pense, le sénateur Marini, était pour qu'on puisse toucher à 220. Évidemment, pour un homme de Dieu, c'est étonnant quand on sait pourquoi cet article 220 a été rédigé dans les termes
actuelle. Mais bon, ça c'est le débat de politique. J'ai dit, attention, danger, parce que ça peut nous conduire à toutes les dérives demain. 220, c'est un article clé. Ça peut nous conduire à toutes les dérives demain. Alors, il y a dans le camp de gens qui dirigent le pouvoir aujourd'hui, pour ne pas dire dans le camp du pouvoir, dans le camp des gens qui dirigent le pouvoir aujourd'hui, il y a de ceux qui disent non, avec une pétition de 100 000 personnes, on peut arriver à modifier la Constitution. Non. La pétition ne vise pas le changement de la Constitution. La pétition vise tout simplement la modification de la Constitution, de certains articles de la Constitution. Nous sommes ici dans cette Constitution ici. Si on va au référendum, on change de Constitution et brusquement on change de régime. On passe de la 3e République à la 4e République en adoptant une nouvelle Constitution. Et l'article 218, quand il parle de la pétition 100 000 signatures, ce n'est pas pour modifier toute la Constitution. C'est pour changer certains articles de la Constitution. Donc quand j'entends certains de la majorité dire « Oui, avec 100 000 signatures, nous pouvons nous pouvons modifier les articles de la Constitution, notamment 220 ». Non, c'est faux. Les 100 000 pétitions ne concernent que l'article 218. Et l'article 218, qu'on se comprenne bien, ne concerne que la révision de la Constitution. Or, toucher à 220, ce n'est plus de la révision, c'est du changement carrément de la Constitution. Donc on bascule d'un régime à un autre. C'est pour ça que le 220 existe. Mais le camp de Kabila ne se limite pas à ça. Le camp de Kabila dit, ben voilà, nous allons proposer un autre texte au référendum. Mais vous êtes en contradiction avec vous-même. Parce que vous nous dites d'une part que vous n'avez pas organisé les élections provinciales, sénatoriales, parce que vous avez un problème d'argent. Vous avez modifié la Constitution en 2011 parce que vous avez un problème d'argent. Vous voulez appeler le peuple au référendum, ça coûtera de l'argent. Ça coûtera encore de l'argent. Où est-ce que vous allez trouver cet argent pour amener le peuple au référendum? Parce qu'en plus du référendum que vous allez organiser, il faut subvenir aux besoins de la population. Il faut organiser les élections locales, il faut organiser les élections législatives, il faut le sénatorial, le provincial. Comment vous allez vous y prendre? Le peu d'argent que vous avez, mettez-le à la disposition de la population pour résoudre leurs problèmes. De toute façon, j'ai toujours dit qu'un gouvernement qui vient, qui donne comme excuse pour ne rien faire le problème d'argent, c'est un gouvernement incompétent. Parce qu'il est en place pour réunir de l'argent, pour trouver les voies et moyens, réunir les argents et faire vivre la démocratie. On a un budget de 4 ou de 8 millions, mais j'ai appris dans le magazine Forbes que le dernier numéro, qu'il y a des gens qui ont des fortunes de 15 millions. 15 milliards de dollars américains. C'est insensé. 15 milliards en 10 ans de pouvoir. Est-ce que vous avez trouvé cet argent quand vous dites qu'on n'a pas d'argent pour aller aux élections? Je dis que c'est un faux problème. Donc, l'article intéressant, les articles intéressants, ce sont les articles 220 ici que j'ai cité, 218, l'article 64 qui est très important à mes yeux, très important. Même l'article 197 aussi qui parle des élections des députés provinciaux. J'ai dit tantôt que l'article 220, en parlant du suffrage universel, ne faisait pas allusion au suffrage universel direct, tout simplement. On dit disposition concernant le suffrage universel. Alors il y a une proposition de la CENI actuellement sur la table, celle d'organiser les élections des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Parce que, soi-disant, il n'y a pas de moyens, le gouvernement n'a pas mis à la disposition de la CENI les moyens suffisants pour organiser les élections. Est-ce que cette proposition de la CENI est valable ou pas? Sur le plan technique, oui. Mais ce n'est pas à la CENI de faire cette proposition. La CENI, c'est un organe technique. Elle, ce qu'elle demande, c'est de l'argent qu'on mette à sa disposition pour organiser les élections. Ce n'est pas à la CENI de proposer ce genre de choses. Deuxième chose, il faut qu'il y ait un consensus général au niveau de la classe politique. Pouvoir ou opposition, un débat sain. Pourquoi ne pas organiser les élections des députés provinciaux au suffrage universel indirect? Parce qu'il n'est pas interdit ici. On peut le faire. Mais tout simplement, il y a un article qui peut prêter à confusion, l'alinéa 2 de l'article 220 peut
indirectement interdire cette pratique. Parce que cet article dit et formellement interdit toute révision de la Constitution ayant pour but ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne. Alors, les gens de l'opposition estiment qu'en limitant l'accès au suffrage, que le suffrage passe du suffrage direct, comme ce fut le cas au suffrage indirect, on fait perdre un droit direct à la population qui ne peut plus se prononcer en désignant ses députés provinciaux. Donc, si je lis textuellement cet article, je peux dire que 220, à l'heure actuelle, interdit aussi qu'on puisse organiser les élections des députés provinciaux, même si ce n'est pas dit de manière explicite ailleurs, interdit qu'on puisse organiser ces élections au suffrage universel indirect, parce que ça aboutirait à réduire le droit et libertés de la population qui veut se prononcer directement, élire directement ses élus. Surtout que dans le contexte actuel du Congo, on n'a pas des élections locales, des élections provinciales. Les députés provinciaux, c'est celui qui est le plus proche de la population. C'est le premier canal, puisque celui-là n'existe pas, c'est le premier canal avec la population. Donc le peuple veut garder ces contacts-là. Encore une fois, j'ai dit, en gros, il n'y a pas d'opportunité aujourd'hui pour toucher à la Constitution. Il y a des failles, certes, dans ces textes. J'en ai relevé un, exemple l'article 222. Je ne vois pas jusqu'en 2014 aujourd'hui que fait l'article 222 dans la Constitution. Je vais les lire. Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu'à l'installation définitive des institutions correspondantes prévues. Mais ça, c'est déjà dépassé, largement. On peut toucher à cet article. Personne ne va protester. 222, on peut y toucher, il n'y a pas de souci. Hein. Mais pourquoi on ne veut pas toucher à 222? On veut toucher à 220, on veut toucher à 197, on veut toucher à tant de choses. On peut dire aussi que le régime actuel, concernant le droit et la liberté des citoyens, les citoyens n'ont pas l'accès à l'eau potable, n'ont pas l'accès à l'électricité, l'enseignement, tout ça. Ça, ce sont des droits qui sont reconnus au peuple congolais aussi. Le peuple peut dire, mais vous n'avez pas satisfait par rapport à ces droits qui me sont reconnus. Je peux protester, demander à ceux que vous puissiez quitter là-bas. On peut le faire aussi. Mais au lieu de faire, je dis des choses qui sont importantes aux yeux de la population, on cherche de faux fuyants. Le but essentiel est celui-là. Je fais un peu de politique. Je sais que le but essentiel, c'est d'arriver à toucher à l'article 220. Toute la machination actuelle de ténor du pouvoir, c'est de trouver les voies et moyens pour arriver à toucher 220. D'où maintenant, moi je vais lancer la balle à notre ami et frère, le secrétaire extérieur de l'UDPS qui est ici, qui nous explique, qu'il explique à votre attention, qu'est-ce que l'UDPS a prévu, quelles sont les contre-stratégies, si par malheur le pouvoir arrivait à ses fins, c'est-à-dire à toucher à l'article 220. Parce que c'est bien beau de dire touche pas à 220, on est contre, moi je vous ai exposé le principe ici, mais si demain il décide de le faire, il modifie, quelle est l'arme finalement fatale que j'ai pour opposer à ces gens-là qui auront modifié la Constitution? Là je pense que c'est M. Félix Tshisekedi qui est mieux éclairé pour nous expliquer par rapport à la situation. Encore que j'ai mon point de vue, hein, mais il ne faut pas ici, donc je préfère le garder pour moi. J'ai dit, quand vous lisez cette Constitution, il y a des articles très importants, il y a des choses qu'on peut modifier, on peut mieux faire, évidemment, c'est une œuvre humaine, mais je pense que dans le consensus actuel que nous avons voulu au Congo, c'est un texte qui nous satisfait, et je ne vois pas de raison, moi personnellement, et beaucoup d'autres brillants juristes ont examiné ces textes, ils disent, on ne voit pas de raison aujourd'hui pour ces régimes de toucher à la Constitution. Surtout qu'il y a un principe fondamental, parce que les enjeux, on est déjà dans les enjeux. Hein? La joute a déjà commencé, on est dans les préparatifs pour aller aux élections. Avant de commencer un match de football, on est clair sur les règles du jeu. C'est 90 minutes, après 90 minutes, deux fois prolongation de 15 minutes, après tir au but. Ça va? Mais vous savez, avant d'entrer sur le terrain, que c'est comme ça. Mais une fois que vous entrez sur le terrain, vous menez 1-0, l'arbitre dit non, 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 45 minutes, le match est fini, l'autre équipe a gagné. Non, les règles du jeu doivent être respectées. Ce qui s'énonce clairement doit s'expliquer clairement. Moi, je vais vous expliquer avec mes mots en moi ce que je pense de la Constitution, mais je retiens que le tenant de la modification de la Constitution
n'ont pas d'argument pour opposer, pour justifier l'acte qu'ils veulent de tenter aujourd'hui. Attention, un texte très important qui est ici, avec la mise en place de la Cour constitutionnelle, les présidents de la République et les premiers ministres peuvent être traduits en justice pour haute trahison. Est-ce qu'une modification de la Constitution dans les circonstances actuelles du Congo, où la souveraineté est mise à mal, on ne contrôle pas l'ensemble de notre territoire, on a un problème avec le Rwanda. C'est quand même un pays qui est assisté, le plus assisté sur le plan international. Nous avons plus de 10 000 hommes de la MONUSCO au Congo. Ils sont là pourquoi? Pour stabiliser le Congo. Nous avons une force militaire, une brigade d'intervention qui joue carrément le rôle de l'armée. On n'a pas d'eau au Congo, il n'y a pas d'électricité au Congo, on n'a pas de route, on n'a pas de pont. Les gens n'ont pas à manger, les gens ne sont pas payés. Pour moi, les priorités sont celles-là. Est-ce que dans un pays comme ça, on peut prendre les risques de toucher à la Constitution, rompre les équilibres savamment dosés qui existent actuellement pour nous conduire à 5 millions de morts encore, lutte de pouvoir, de lutte tribale, de lutte clanique? Non, je pense que sur ce plan-là, je ne sais pas ce qui a prévalu à ça. J'espère que nos amis, puisque en dépit de tout, il y a de ceux qui restent congolais. Je ne parle pas de ceux qui sont étrangers dans le régime, mais il y a des Congolais qui sont là. Et je pense qu'ils vont réfléchir à 2 fois avant de toucher à des textes fondamentaux. Surtout le 220. Le 220, c'est vraiment un verrou très important. Mais je dis, à part 220, il y a des dispositions qui ne sont pas rigides comme 220, mais qu'on ne peut pas toucher parce que ça touche à l'équilibre général. Dispositions rigides qu'on ne peut pas toucher, mais dispositions qui sont souples, mais qu'on ne peut pas non plus y toucher parce que c'est rigide. Je parlais de la forme de l'État ici. L'article 1 parle d'un État unitaire, tout ça. Mais quelqu'un peut se lever aujourd'hui, dire, mais je ne suis plus État unitaire, je deviens un État fédéral. D'ailleurs, parenthèse, dans la majorité, on a des unitaristes et des fédéralistes. Mais ils sont d'accord sur quel programme de société? Kabila au pouvoir. Je dis, je vous remercie.